Le maître français du suspense selon le New York Times, 34 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 47 langues pour traduire les livres. Le phénomène Guillaume Musso. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. C'est quelqu'un d'autre, nouveau roman, tellement attendu des lecteurs. Et c'est un tel plaisir de se dire que là, on va être entraîné, on va en parler dans une histoire, dans un suspense, dans une enquête dans laquelle le lecteur peut-être ne sortira pas indemne quelque part. Oui, c'était le but du jeu. Moi, j'ai toujours pensé que, comme Pérec, la littérature était un jeu qui se jouait à deux. Et là, on est dans une histoire où on a un meurtre. Une héritière italienne est retrouvée morte sur son yacht. Et à partir de là, on a 4 personnes qui vont livrer leur version de l'histoire. On a son mari, qui est rapidement arrêté et mis en garde à vue. On a la jeune maîtresse du mari. On a la policière cannoise qui mène l'enquête. Et on a la victime qui nous parle des quelques mois qui ont précédé sa mort. Tous ces personnages, aucun de ces personnages ne ment. C'est-à-dire que tout ce qui nous disent est vrai. Mais ils ne s'accordent pas sur une même vérité. Et donc le but, c'était de faire en sorte que le lecteur progresse avec l'enquêtrice et ait les mêmes informations qu'elle pour presque la prendre de vitesse dans la résolution de son enquête. Ah non, mais c'est jouissif. Alors c'est un jeu incroyable. Regardez quelques images comme ça pour comprendre ce qu'est le nouveau roman événement de Guillaume Musso. Il y a 3 vérités. Ma vérité. Ta vérité. La vérité. C'est incroyable, Guillaume, parce que là, c'est vrai qu'on est dans un film, mais on le disait, ça c'est super important de jouer avec le lecteur, parce que là, le lecteur, il va avoir des indices, il y a des notes, il y a des dessins, on en dira un mot, il y a un certain nombre d'éléments qui fait que peut-être à un moment donné, on va dans des fausses pistes. Oui, moi je suis très attaché à ce qu'on appelle le divertissement. Alors je sais bien qu'en France, parfois, ça peut paraître comme un gros mot, alors que étymologiquement, divertissement vient d'un mot qui veut dire faire tourner à l'extérieur de soi. Ce qui nous divertit, c'est ce qui nous arrache à notre vie, ce qui pendant quelques heures va nous permettre d'oublier notre vie. Vous lisez Pascal dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Oui, parce que le divertissement, c'est ce qui nous permet finalement d'oublier notre condition humaine et in fine d'oublier qu'on est mortel et qu'on va tous mourir un jour. Donc je suis très attentif et très fier de faire des romans qui vous arrachent à un moment à votre quotidien. Et c'est pour ça que moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit, bon ben voilà, j'ai loupé ma station de métro, j'ai loupé le bus parce que j'étais ailleurs, j'étais avec Oriana, avec quelqu'un d'autre. Donc ce côté ludique est toujours présent. Oui, c'est fou d'ailleurs parce que c'est pour ça aussi que les lecteurs sont là. Une fidélité, que ce soit dans les styles de livres de Guillaume, le romantique, des un peu fantastiques par moments. Là, on est dans le thriller, mais avec toujours des personnages très forts. Il faut quand même dire un mot des personnages de ce livre-là, parce que tout est là. Les lecteurs m'ont suivi sur des personnages, sur des romans au style différent, mais que j'ai toujours écrit avec en tête l'idée de me dire. Je vais essayer d'écrire le roman que j'aimerais moi-même lire en tant que lecteur. Et la forme romanesque, finalement, permet, ce que ne permet pas un tweet, ce que ne permet pas un article, de construire des personnages fouillés et d'être dans la complexité du monde, mais complexité aussi de l'âme humaine. Kundera disait l'essence du roman, c'est la complexité, ça doit refléter à la fois la complexité de l'âme et la complexité du monde. Oui. Simon disait j'essaie de construire des personnages que je vais essayer de comprendre mais pas de juger. Moi j'ai toujours ça à l'esprit en gardant en tête que finalement tout le monde a ses raisons d'agir comme les gens agissent. Donc je ne juge pas mes
mes personnages, je me contente de les mettre en scène et de regarder leur interaction. Oriana Di Pietro, alors, sur son yacht, effectivement, ça commence comme ça, ce meurtre. On peut le dire, elle voit Oui. cet assassin. Elle sait qu'elle ne pourra pas y résister. On n'en sait pas plus. Mais il va y avoir l'histoire qui va développer ce qui s'est passé avant. Oui, il y a c'est un kaléidoscope finalement où on a des pièces de puzzle qui s'assemblent à travers, encore une fois, des gens qui ne mentent pas. Parce que c'est ça, souvent il y a des romans où certes des gens racontent des versions différentes, mais où il y en a un qui ment, donc c'est moins intéressant. Ici, personne ne ment. Donc, et on a un puzzle qui se met un petit peu effectivement à être complété, à être construit, et pendant longtemps on ne voit pas effectivement l'image de la vérité apparaître. Et il y avait un autre challenge, ça depuis 20 ans j'essaye de faire ça, de trouver une histoire dont la résolution finalement n'interviendrait qu'à la dernière ligne. Oui. Alors, évidemment, il y a un pianiste star, il y a un certain nombre de personnages, il y a quelqu'un qui est policier et qui va, comment dire, avec ses propres problèmes, mener une enquête. Oui, l'enquêtrice qui s'appelle Justine, qui est une flic canoise. Pendant toute sa vie, elle a rêvé d'avoir une enquête comme ça, médiatique, sauf qu'elle est dans un moment de sa vie où voilà, elle vient d'être quittée par son mari et surtout, elle avait un pacte avec son mari où pendant 20 ans, ils se sont fait croire qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Sauf que lui, un jour, il part et finalement, à 45 ans, il part avec une jeune chirurgienne et il s'épanouit dans la paternité et elle, finalement, elle voit que son mari l'a trompée par rapport à ça. Et elle est complètement obsédée par à la fois cette souffrance-là et elle passe une bonne partie de sa journée à scruter sur les réseaux le bonheur qu'affiche son ex-mari, sa nouvelle compagne, et elle est dans un état de rage. Et donc elle a cette enquête à résoudre, mais elle est dans un moment où finalement elle n'est pas dans l'état mental de pouvoir y ça va arriver. devenir presque obsessionnel pour elle. Oui, c'est une quête, mais une quête finalement assez perturbée et assez ardue, où, comme toujours, le plus grand ennemi, c'est bien sûr nous-mêmes. Oui, dans un milieu de riches, Oui. un milieu particulier, ce qui est aussi un plaisir pour le lecteur. Oui, on est effectivement sur cette côte d'Azur qui est à la fois le royaume des ultra-riches, qui est cet endroit avec des paysages incroyables, mais où il suffit parfois voilà, que le temps change, que la météo change, pour que d'un seul coup ce cadre idyllique se teinte d'inquiétude. Et finalement, ce décor qui est celui de mon adolescence, mon enfance, était ici un décor très, très, très approprié pour un roman à suspense, un roman justement sur les apparences, sur les faux-semblants. Oui, comme la couverture, on peut le dire, on la voit là. Il y a deux couvertures avec des couleurs différentes. Oui, bleu, rouge, rouge, bleu. C'était, oui, parce que c'est aussi un roman sur l'identité, sur les apparences, sur les mystères au sein du couple. Vous savez, je suis parti de cette phrase de Proust qui dit, Proust dit, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que le bonheur des autres est plus vrai que le nôtre, et notamment par rapport au couple. Vous savez, parfois, vous voyez comme ça, vous êtes au restaurant, vous voyez des couples qui ont l'air comme ça, flamboyants, magnifiques, alors que peut-être dans leur intimité, parfois, ça ne va pas du tout. Vous savez, parfois, vous avez des amis qui vous annoncent une séparation. Vous n'aviez pas du tout vu, vous aviez l'impression que c'était le couple parfait. Et là, voilà, là, c'est aussi un roman sur les secrets au sein du couple et la façon dont finalement le couple est vu de l'extérieur et que tout ça, finalement, n'a souvent rien à voir avec la façon dont marche le couple dans son intimité. Oui, et s'il était quelqu'un d'autre ? Et s'ils n'étaient pas ce qu'on croit. Oui, ce titre
quelqu'un d'autre, pour moi, renvoie à la fois au désir qu'on peut avoir d'avoir une autre vie, d'être quelqu'un d'autre, parce que on peut être animé de frustration, on peut avoir l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas avoir la vie qu'on mérite. Donc il y a ce fantasme un peu de devenir un jour quelqu'un d'autre. Albert Cohen disait toujours on rêve d'être ce qu'on n'est pas. Et je pense que c'est vraiment intrinsèque à beaucoup de personnes. Et le deuxième sens, pour moi, le deuxième écho de ce titre-là, quelqu'un d'autre, c'est quand dans le couple, ça commence à ne plus aller, il y a toujours un moment où on pose la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En gros, est-ce que tu me trompes avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un troisième personnage, finalement, une présence fantomatique autour, effectivement, du couple, de l'infidélité. Et c'est comme ça que le titre est né et il s'est imposé assez vite. Oui, oui, et c'est vrai que, et d'ailleurs c'est écrit sur le bouquin à l'arrière, c'est vrai que là, on a non pas à la dernière page la réponse, mais peut-être à la toute dernière ligne. Il ne faut pas aller à la dernière ligne. Hein. Oui, non, il faut éviter, parce que j'ai appris oui. qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui, en fait, qui prennent un petit peu l'habitude de... Alors, pas simplement dans mes livres, mais d'aller un peu voir à la fin, de regarder. Alors, je leur dis non, surtout pas. Et c'est drôle parce qu'on parlait dans les coulisses, on disait, ah oui, j'avais pensé peut-être même à mettre, à coller ou à mettre des pointillés à la fin. Pour pas qu'on puisse regarder, ne pas le voir on est toujours tenté. Par accident. Ouais. On a envie tellement de savoir. Mais en même temps, il y a aussi un truc, c'est se dire, arriver à la fin du bouquin, se dire, bon sang, mais il y a des trucs qui m'avaient... Oui. Alors, je vais repartir en arrière et puis je vais retrouver les trucs pour essayer de comprendre vraiment pourquoi je me suis fait avoir. Si j'ai réussi mon coup, normalement, le lecteur aurait envie d'aller relire certains passages pour se dire, mais là, je pensais avoir compris que... ou voilà, et aller vérifier, pensant que le romancier s'est trompé. Donc il y a ce jeu qui va jusqu'au bout, finalement, et qui nécessite même parfois une petite relecture à la fin pour avoir ce plaisir, finalement, de la manipulation. Oui, oui. Et puis il y a ce romanesque de votre écriture, Guillaume, qui est là, enfin bon, je veux dire, du plaisir, du rire parfois, des personnages, de la vie au fond, qui infuse tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un roman qui est marqué par l'époque, qui est bien ancré dans son époque, 2004, qui incorpore la modernité, les réseaux, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Ça, c'est une volonté d'ancrer le roman dans la réalité pour pouvoir ensuite mieux déstabiliser le lecteur. Vous savez, c'est un Stephen King qui écrit des romans d'horreur, de fantastique. Vous lisez les débuts de ses romans, vous voyez toujours que c'est un personnage assez ordinaire dans un milieu de classe moyenne. Il prend du temps pour en fait d'écrire une vie en apparence banale et comment cette vie banale va être d'un seul coup percutée par un événement qui va le dépasser. Oui, et alors on donne au lecteur qui devient enquêteur des indices, il y a des dépêches, il y a des dessins. Oui, ah, oui, voilà, oui. On en voit un ici. Un dessin de ma fille. Ah, oui, voilà. oui. C'est ça qui est beau. Hein. Oui, oui, on peut dire que c'est la voiture de maman. Il y a une petite fille. En fait, l'un des personnages a une fille de 6 ans et il y a quelque chose, un événement assez traumatisant qui tourne autour de ça. Et on a les dessins que fait la petite fille. Et effectivement, c'était un clin d'œil. C'était marrant de le faire. Avec ma fille. Elle doit être super contente d'être dans un livre de papa. Je ne sais pas si elle le comprend. Elle doit aller partout chercher maintenant, pour voir. mais mon fils avait fait ça dans un précédent roman qui s'appelait L'inconnu de la Seine. Il avait fait une lettre anonyme. Je lui avais amené des journaux, je lui avais donné le texte, il avait découpé, collé. Et maintenant, à chaque fois qu'on passe dans une librairie ou dans un relais, il va un petit peu ouvrir pour voir si l'éditeur n'a pas oublié de mettre sa lettre. Ouais. Et si c'était vrai tout ça, hein. Oui. Et si tout ça était vrai depuis 20 ans, que ça dure, Guillaume. Oui, c'est à la fois c'est 20 ans de complicité, de succès. Moi-même, j'ai un peu de mal à y croire. Je ne devrais pas être là. Moi, j'étais à Antibes. Je connaissais personne à Paris. J'allais faire
J'ai économisé de l'argent pour faire des photocopies de mes romans, pour les envoyer aux éditeurs. J'ai subi des refus. Et puis bon, certes, il y a eu un succès, 2 succès, mais entre écrire un livre et en écrire 20, et d'avoir des lecteurs qui vous suivent comme ça depuis 20 ans sur, on l'a dit, des romans différents et surtout des générations différentes. Moi, ce qui me plaît, c'est arriver à un moment donné à agréger des gens qui vous lisent pour des raisons complètement différentes. Donc il y a des gens très 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 différents. Ça va de l'adolescent de 14-15 ans, la mamie qui a pris l'habitude de lire ça avec sa petite fille, la femme qui va l'offrir à son mari, à son amant. Et il y a toujours cette idée aussi qu'un roman, en fait, voyage. Un roman est lu en moyenne par 3 ou 4 personnes. Le roman voilà, est donné, prêté, revendu d'occasion. Et j'adore, en fait, moi, lorsqu'on me fait signer des livres, avoir des livres qui ont vécu. Des livres que les gens ont amenés avec eux à la plage. J'adore quand les gens me disent, voilà, ouais, vous partez en voyage avec nous, vous partez en vacances avec nous. Ça, c'est le compliment ultime, parce que vous pénétrez comme ça dans la vie des gens, dans l'intimité des gens. Les gens vous racontent finalement comment ils sont venus à la lecture de vos livres. Parfois, vous avez des couples qui se sont réconciliés autour d'un livre pendant le confinement. Il y a un témoignage très très beau d'une infirmière qui finalement ne rentrait pas chez elle le soir pour pas contaminer sa famille, et avec son mari, ils lisaient mais chacun le même roman, et ils échangeaient le soir par visio autour du roman. Donc vous avez là d'un seul coup ça devient concret, comment des histoires peuvent souder des gens, lancer des conversations, des débats. C'est de la littérature vivante, c'est pas un truc poussiéreux. Oui. Et moi, voilà, tout ça, le côté, la postérité, tout ça ne m'intéresse Les absolument pas. Les prix littéraires. Non, si on m'en donne, j'en prendrai un, mais c'est pas ça. Oui, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce flux de conversation, d'échanges qui naît après la lecture d'un livre. Et le regard des gens, quand ils vous retrouvent et qui disent, voilà, on a lu tous les Musso. Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, voilà, après, ils en aiment certains plus que d'autres, mais en tout cas, ils me savent gré, finalement, de ne pas tricher avec eux. Moi, j'ai souvent dit, je m'enferme, j'écris pendant 10 mois, et à chaque fois, voilà, j'essaye voilà, de les convier à un jeu de piste. Merci Guillaume. Merci. Ah là, vous allez bien vous amuser. Hein. Ce jeu de piste, il est là, il s'appelle Quelqu'un d'autre. 3 vérités, ma vérité, ta vérité. La vérité, c'est chez Calman Levy, évidemment, le nouveau Guillaume Musso. Et c'est un grand cru, très grand Guillaume Musso. Vous allez vraiment prendre votre pied. Lisez Quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Guillaume. Merci, à bientôt.